Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. Donc vraiment, le conseil que je peux donner, c'est écouter bien toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin. Peu importe le contexte, parfois c'est même pas un contexte professionnel, parfois c'est une personne que vous rencontrez qu'une seule fois dans votre vie, mais ça pourra toujours vous servir. Tout le monde a un enseignement. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Kawthar. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va, super. En ce samedi, donc là actuellement on enregistre samedi 16 novembre. L'hiver approche. En France, il fait quelle température? Il fait très froid. Là, dans la voiture, il fait, là où je suis, il fait 5 degrés. Ah ouais? Ouais. Bon, bon courage. Moi, je suis à Riyad. Là, il fait assez chaud. Je pourrais pas dire la température, mais encore assez chaud par rapport à la France. On va pas se plaindre. Kawthar, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Merci à toi. Je sais plus comment j'avais trouvé ton profil. Je pense sur LinkedIn. Peut-être une publication que tu avais likée ou que tu avais postée, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'avait frappé, c'était le métier que tu fais. Donc, tu es notaire. On en reparlera tout au long du podcast. Mais j'ai toujours vu le métier de notaire comme un métier assez exclusif ou difficile à obtenir. Et du coup, ça a attiré mon attention. Et c'est pour ça que je suis entré en contact avec toi pour voir, pour qu'on puisse discuter. Et finalement, tu as accepté de qu'on fasse cette interview. Et je te remercie. Merci à toi. Je suis très, très honorée de cette invitation. Et effectivement, alors t'es pas la première personne à t'interroger sur la profession. Euh, je pense effectivement que c'est une profession qui est mal connue. Donc rapidement, si je me permets juste de la définir pour que ce soit plus clair dans l'esprit de tout le monde, un notaire, c'est quoi? Un notaire, c'est un professionnel qui s'occupe pas uniquement des ventes immobilières et des successions. C'est un peu l'idée qu'on a du notaire aujourd'hui en France. Ouais, Euh, Exactement. On parle beaucoup des frais de notaire. En réalité, donc le notaire, c'est un officier public et ministériel qui est en charge de rédiger des contrats, de les certifier, de les authentifier. Et alors, certes, on a le monopole en matière immobilière. Donc, quand on achète une maison, il faut obligatoirement, en France, passer par un notaire. Mais on est aussi compétent dans tous les domaines de la vie, finalement. On peut s'occuper des ventes, des prêts, des cessions de commerce, des cessions de parts sociales, tout ce qui a trait à l'anticipation successorale, en gros tout ce qui touche au patrimoine globalement, quoi. Et notre mission principale, c'est celle de garantir la sécurité juridique des contrats qu'on rédige pour le compte des clients et surtout s'assurer que les transactions que les clients passent, elles soient légales, donc que tout soit carré, quoi. D'accord. Et par rapport à un avocat, quelle est la différence? Ou un juriste? Alors, la première différence, c'est celle effectivement qu'on détient en fait une délégation de service public de l'État, à la différence de l'avocat qui, lui, exerce à titre complètement privé. Je dirais que nous en tant que notaire, on exerce une profession semi-publique, semi-privée. Et puis, autre différence, c'est la manière dont on exerce la profession et on y accède. Pour un avocat, pour pouvoir être avocat, il faut donc que tu passes le concours du barreau. Et une fois que tu as ce concours, tu en fait prêtes serment au tribunal et tu peux poser ta plaque un peu sur n'importe quel local et tu dis que c'est ton cabinet et tu reçois la clientèle et tout va bien. Les notaires, c'est un peu plus compliqué. Alors on a cette idée qui est assez juste, hein. Historiquement, en fait, on héritait de la charge de nos parents. C'est assez, oui, voilà, en fait, en gros, on récupérait l'étude notariale de notre papa, de notre maman. Là, c'est plus trop le cas. En revanche, pour y accéder à la profession, ça reste quand même assez limité. Donc, une fois que tu as ton diplôme, tu exerces en tant que notaire assistant. Ça veut dire que tu es secrétaire. Je dénigre pas du tout le poste de secrétaire, mais euh, ça signifie que tu ne peux pas recevoir des clients et tu ne peux pas rédiger les contrats à ton nom. Donc, Ouais. authentifier leur identité, leur Comme signature. l'équivalent d'un paralégal, quoi.
Exactement. Et donc du coup, pour pouvoir être nommé notaire, ça nécessite de déposer ta candidature euh, auprès du tribunal. Et donc, au final, c'est le ministre de la Justice qui te nomme. Donc ce n'est que une fois que tu reçois ton arrêté du ministre que tu peux en fait prêter serment et tu peux exercer dans une étude notariale, un office notarial bien défini. C'est pas parce que tu as été nommé dans une étude à Paris que tu peux exercer sans formalité ou sans nouvelle prestation de serment à Marseille, par exemple. Ouais, ouais. Bien qu'on ait une compétence nationale. C'est-à-dire que je peux avoir, moi, des clients de partout en France, voire même dans les dom-toms. D'accord. Mais physiquement, tu dois être dans la circonscription qui t'est attribuée. Alors, tu as l'obligation, en principe, de, en fait, de rester dans l'étude dans laquelle tu travailles, parce qu'on est un service public. Une étude, c'est quoi? C'est un département? Alors, en fait, l'équivalent du cabinet chez les avocats, on appelle ça un office notarial ou une étude notariale pour les notaires. Ok, Concrètement, c'est le cabinet, hein. Donc, en d'accord. principe, tu es censé pouvoir recevoir tes clients dans ton étude notariale. Mais si par exemple tu décides de faire ton travail en télétravail depuis un autre endroit, effectivement, Tu c'est ne pas peux un pas. problème. Tu peux pas? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu es censé recevoir la signature de tes clients en physique, quoi, donc en présentiel. Ils signent devant toi et c'est le fait que tu vérifies, enfin, qu'ils signent devant toi, même si c'est pas la même signature qu'un autre document qu'ils ont signé au préalable, hein. Le fait Ouais. que la personne soit devant toi, que tu aies vérifié qu'elle comprend tout ce que tu lui dis, qu'elle a toute sa tête et que vraiment physiquement, matériellement, elle signe devant toi, c'est ça qui rend l'acte authentique. Tu as certifié la validité du contrat parce que c'est une personne qui a la capacité juridique de pouvoir le signer. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, alors à terme, je pense que ça va évoluer, mais aujourd'hui, on ne peut pas signer des contrats à distance. Alors j'entends le à distance, c'est donc chacun des clients est chez soi, les notaires aussi, chez eux, et on signe un contrat en même temps. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Ok. En revanche, ce qui est possible, c'est effectivement que, typiquement, dans une opération de vente, un vendeur a son notaire, l'acquéreur a un autre notaire, le vendeur est chez son notaire, l'acquéreur chez son autre notaire, et on peut signer entre notaires à distance un même contrat. Ah, d'accord. Ok. Mais il n'y a que ça qui est possible pour le moment, en tout cas. Et du coup, ça a beaucoup plus de valeur qu'un contrat signé à distance avec des avocats ou n'importe quoi. Tout à fait. En fait, le Juridiquement. contrat qui est signé juridiquement, en fait, le contrat qui est signé par un notaire, c'est un contrat qui, a date certaine. Ça signifie que si tu veux le faire valoir dans un litige, à aucun moment il pourra être contesté parce que c'est un notaire qui a reçu à une date précise euh, le contrat. Autre chose, on a une obligation de conservation de nos actes. Donc, on les conserve pour les ventes immobilières, typiquement, c'est 75 ans. Donc, on a une obligation d'archivage, même si finalement on arrête d'exercer. Les actes dans lesquels on est intervenu sont archivés dans ce qu'on appelle un minutier. Donc, en fait, ça permet de garder une trace du contrat et d'éviter finalement toute procédure en faux ou en falsification. Voilà. D'accord. Mais par exemple, quand on veut ouvrir une entreprise, j'écoutais une vidéo juste récemment qui disait que il y avait des falsifications de signatures des entreprises et qu'il y a des personnes qui arrivaient à justement prendre possession d'une entreprise avec des fausses signatures, etc. C'est des Ouais, choses qui seraient impossibles si c'était à Alors, l'acte notarié. alors, l'acte notarié ou bien la certification de signature, le fait pour un directeur général, par exemple, ou un chef d'entreprise, de venir faire signer un acte qui n'est pas nécessairement notarié, mais qui le signe devant un notaire, et donc le notaire tamponne et appose aussi sa signature, fait que bah, il n'y aura pas de possibilité finalement de contester la légalité de cette signature. Et ça se fait techniquement, par exemple, un chef d'entreprise qui vient chez le notaire pour faire certifier qu'une telle entreprise ou tel patrimoine lui appartient pour éviter justement des falsifications. Alors, nous, ce qu'on certifie, c'est l'identité du signataire. Ça signifie que, voilà, on dit concrètement, Monsieur Tel est en face de moi, c'est lui qui, donc j'ai fait des recherches, c'est lui qui
qui détient cette entreprise, et je certifie que sur le document qu'il va signer en face de moi, bah, c'est bien lui. Mhm. Donc, D'accord. typiquement, si c'est un cabis, euh, bah, je certifie que le cabis qu'il me présente, alors je vérifie aussi que c'est bien sa société et qu'il agit bien dans les pouvoirs qui lui sont conférés dans les statuts, hein, mais qu'il est bien chef d'entreprise. Euh, donc, je vérifie qu'en gros, la personne qui est en face de moi, bah, c'est la bonne personne qui signe et qui a le droit de signer. Et donc, pour attester de cette vérification, je signe moi-même à côté de la signature de la personne et j'appose, alors ce qu'on appelle le sceau, c'est un peu le tampon du notaire. Ouais, C'est le sceau de la République, hein. Donc, ouais, d'accord. voilà. Et du coup, si on revient sur ton parcours, on revient sur ton parcours un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir devenir notaire et ça a été quoi ton parcours? Alors, avant d'en arriver là, le chemin, il n'a pas été simple. Donc, si je me présente rapidement, je viens d'une famille ouvrière d'origine maghrébine. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et à l'époque, je me souviens quand j'ai émis l'idée de faire du droit, on m'a clairement fait comprendre tout de suite que c'était pas pour des gens comme moi. Et je me souviens d'une remarque, j'étais en terminale, je crois, oui, en terminale. Donc une remarque de mon professeur principal qui bah, s'était permis en public d'affirmer que mes ambitions, elles étaient complètement démesurées et que d'après lui, je finirais probablement, et je le cite, casée et mère de plusieurs enfants dans quelques années. Ah ouais. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais jeune, je manquais de confiance en moi. J'aurais très bien pu le croire, hein, parce que c'était quand même assez violent, hein, Hmm. au niveau des paroles. Mais au lieu de ça, j'ai choisi de me battre. Et ça a été finalement comme un challenge que je me suis donné. Je me suis persuadée à ce moment-là que bah, j'étais capable, que même si je n'y arriverais pas, il fallait au moins essayer. Ouais. Je pouvais pas, enfin, j'acceptais pas de renoncer à ce choix à cause d'une personne, d'une remarque d'une personne extérieure. Donc finalement, je le remercie, cet enseignant, sans qui j'aurais pas persévéré dans cette voie. Et j'en profite aussi pour bah, encourager les étudiants d'aujourd'hui, hein, pour qui le parcours scolaire il est difficile pour plusieurs raisons. Le message que je veux faire passer, c'est vraiment croyez en vous. Ne laissez personne choisir pour vous. Écoutez votre voix intérieure, je dirais. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on n'est pas responsable des opinions, hein, des autres, mais on n'est pas censé non plus les subir. Et on ne doit pas Hmm. les subir. Donc Ouais. voilà. C'était au lycée, ça, tu disais, au collège? Ça, c'était au lycée, donc c'était l'époque de la terminale où il fallait faire ses choix Hmm. en fait, de post-bac, quoi. Ouais, ouais. Donc faculté, école, etc. Donc finalement, j'ai été acceptée dans une faculté de droit. D'ailleurs, c'est la faculté dans laquelle je voulais vraiment, enfin, que je voulais absolument intégrer. C'est pas Hmm. forcément ma faculté de secteur. Donc ça a été dur, hein, en fac. Mon premier semestre, je me souviens, de première année, il a été épuisant vraiment, très Hmm. difficile. Je l'ai pas validé d'ailleurs. Et c'était mon premier échec scolaire. Je me suis dit, il est hors de question que je redouble. J'ai jamais redoublé. Tu vas t'accrocher, tôt ou tard, Ouais. tu vas y arriver. Donc, alors à l'époque, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les semestres se compensaient. Donc, si tu validais pas le premier, si voilà, tu déchirais tout pour le deuxième, bah, enfin, pour le second, tu pouvais compenser et passer à l'année suivante. Ouais, tout Donc, à fait. finalement, ça a été un tremplin pour moi. Je me suis dit, il va falloir que tu t'accroches. Et finalement, bah, j'ai validé mon année. Donc, j'ai enchaîné un peu mes années de, Alhamdoulilah, j'ai enchaîné un peu mes années de fac jusqu'à la troisième année de licence, où à ce moment-là, il fallait choisir sa spécialité entre droit public ou du droit privé. Et alors, je commençais déjà à me poser la question de savoir ce que j'allais faire de ma vie, parce que Mhm. c'est encore très très général, hein, les enseignements qu'on a à ce moment-là, donc en licence. Je savais que je voulais pas être avocate parce que je me sentais pas du tout alignée avec les valeurs de la profession, enfin du moins certaines valeurs. Et puis je Ok. pense aussi que mon Par exemple. caractère, il n'était pas. Bah, typiquement, je pense que c'est un cas d'école, hein, devoir refuser un client ou même finalement être obligé de représenter un client euh, qui a fait quelque chose de très très grave contre mes valeurs. J'ai du mal avec cette, voilà, cette obligation de la profession. Et puis je pense surtout que c'est un caractère, hein. En tout cas, moi, mon caractère me permettait pas
de choisir C'est cette voie-là. obligatoire, ça, c'est quand tu es commis d'office, pas forcément quand tu es dans le privé. Exactement, tout à fait. Quand tu es commis d'office, et je voulais pas me retrouver non plus dans ces situations-là où Parce que je quand on est vais arrêté, défendre on est quelqu'un. forcément. Il y a une partie où on peut faire ce qu'on veut et une partie où on est commis d'office, c'est ça, il me semble. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble effectivement que selon la spécialité que tu choisis, tu es effectivement une partie commis d'office et une partie, c'est Droit pénal. les clients qui... exactement. Donc, je crois que c'est plutôt les spécialités où tu plaides en justice, hein. Ouais. Donc, droit pénal, que ce soit privé ou des affaires. Voilà. Mais typiquement, un avocat fiscaliste, mis à part la fiscalité et l'optimisation fiscale, je suis pas sûre que ce sujet que j'évoque là euh, s'applique. Mais j'étais pas non Mais plus. Ouais. pense, au niveau du métier de notaire, ce qui se rapproche le plus dans la société des avocats, ça va être plutôt le droit des affaires, non? Ou droit de la propriété. Je sais pas si ça existe, droit de la propriété. Si, si. Alors, on appelle ça Non, droit des biens. droit des biens. Mais effectivement, on a quelques spécialités où d'ailleurs il y a des dossiers qu'on traite ensemble, hein. Ok. Nous, sur la partie plutôt, je dirais, immobilière, donc audit du patrimoine, etc. Et puis, les avocats, souvent, hein, dans les cessions de société, ils aiment bien garder la main sur les contrats de cession de parts sociales, etc. Même si, typiquement, un notaire est tout à fait habilité à gérer de A à Z cette procédure et ce type de dossier. Mais en fait, on travaille ensemble. Je pense que, je dirais, à la différence des avocats, nous, les notaires, on anticipe les litiges. L'idée, c'est qu'on fasse signer un contrat à nos clients qui trouve à s'appliquer sans qu'un litige naisse, finalement. Alors que l'avocat, lui, alors il a une grosse, effectivement, mission de conseil, euh, mais souvent, on pense à l'avocat quand ça va pas. Donc, il est plutôt dans la résolution des litiges. Euh, bon, en bref, ça me collait pas du tout. Enfin, ça m'allait pas et Ouais, je voulais vraiment pas, enfin, je voulais vraiment pas tenter l'aventure. Donc, je me ouais. suis dit, bah, je veux pas être avocate, je veux pas non plus être huissier de justice. Il me restait grosso modo les métiers de juriste d'entreprise ou de notaire. Et faut savoir que en troisième, on avait une obligation de stage de découverte, je crois, à Ouais. cette époque. Et puis j'ai eu la chance de faire mon stage, c'était une semaine, hein, chez un notaire. Et ça m'avait Ok. plu. C'était pas non plus un métier que j'idéalisais, mais ça m'avait plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Ouais. Et je me répète un peu, mais la profession à cette époque, elle était très fermée, encore plus fermée que maintenant. Et Donc, du coup, notaire, c'est du droit public, ça rentre dans le public? alors non, 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 pardon, j'ai pas du tout expliqué la différence entre droit public et droit privé. Ouais. Alors, le droit public, c'est tout ce qui a trait au droit des collectivités territoriales, donc que ce soit l'État, enfin tous les organismes publics. Ok. Donc les marchés publics. En fait, tout ce qui concerne voilà l'État et toutes ses entités. Et les métiers, c'est pareil, c'est avocat dans cette spécialité-là ou c'est d'autres métiers? Alors, tu peux être soit juriste pour une collectivité, soit tu prépares les concours pour entrer dans l'administration. Ah, d'accord, ok. Euh, voilà, pour être attaché territorial, pour être dans les cabinets des ministres, pour être travailler aux impôts, voilà, Ouais. tous Typiquement, les l'ENA, établissements c'est publics. une voie possible. Tout à Ah, il me fait, semble. tout à fait. Ouais, exactement, tout à fait. Ça fait partie des concours que tu peux passer à l'issue de ton master. Ok. Voilà, si tu choisis la branche droit privé, public, pardon. Ouais. Et en revanche, droit privé, c'est le contraire, c'est tout ce qui est entreprise privée. Et donc, tu peux avoir euh, du droit des affaires, comme du droit de la santé, comme du droit de la propriété intellectuelle, Ouais. comme du droit commercial, euh, voilà, ou du droit privé, droit pénal, etc., quoi. D'accord. Euh, voilà, grosso modo, on va dire les possibilités qui s'offrent à vous quand vous êtes. Alors, je dis ça, ça fait longtemps, hein, enfin, c'est loin la fac, mais je pense que Ouais. c'est à peu près la même chose aujourd'hui, hein. Euh, Tu dois choisir entre droit privé et droit public, en principe, en licence. D'accord. Voilà. Intéressant. Et du coup, tu Donc, parlais de ton stage. Donc, tu as vu une offre de stage, il me semble, tu as été accepté pour un stage, c'est ça?
Oui, alors donc du coup, à la fin de la licence, je devais intégrer les masters et donc pour pouvoir intégrer le master de droit notarial, en fait, il fallait trouver un stage et avant même le stage, en fait, le fait d'être accepté en master de droit notarial, en fait, avait pour conséquence ton admission en école de notariat, donc post-master. Donc toi, tu savais déjà que tu voulais Euh, être notaire. ben, je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Je vais tenter. Et si j'échoue, bah, je verrai bien. Ou je ferai juriste d'entreprise ou je ferai autre chose, quoi. Mais je vais quand même le tenter. Je pense que au fond de moi, je voulais le tenter pour me prouver que j'étais capable et pour prouver un peu à bah, ce prof un peu, mais pas que, hein. Ah oui. Qu'en fait, il est tout à fait possible d'accéder à cette profession. Qui plus est, est très fermée hein, à l'époque. Hein. Vraiment, c'était une profession où J'ai l'impression que c'est la voie la plus difficile, non? Ou une des voies les plus difficiles. alors, je pourrais pas l'attester. Je sais pas, il y a sûrement Forcément en d'autres. Bah, termes typiquement, l'ENA, je vois pas ça intellectuellement forcément, mais en termes d'admission, d'accès. trouver les bons, oui, en termes Bah, d'accès, oui. c'est assez, enfin, c'est assez sélectif, effectivement. Parce que bah, quand t'as pas tes parents qui sont notaires, bah, t'es très vite découragé. Hein. C'est un milieu finalement, enfin, c'est une profession où on n'attendait pas forcément quelqu'un comme moi, quoi. Donc bon, j'ai intégré quand même cette promotion en Master 1 d'une quinzaine de personnes. Donc pour te dire, on passe en licence d'amphi de 400 voire 600 personnes à une promotion de 15 personnes. Et j'étais la Hmm. seule maghrébine à cette époque-là. À Hmm. aucun moment, je me suis sentie différente, même inférieure. Hein. Et puis je me répétais sans cesse, je me souviens, bah, t'es à ta place. Tu l'as mérité, t'as travaillé dur, savoure. Bon, savoure, c'est un grand mot, mais, mais voilà, t'es à ta place, donc vas-y. Parce que oui, et encore une fois, enfin, je me permets une petite aparté. Selon moi, on ne doit pas attendre qu'on nous accorde une place. Hein. Peu importe la place qu'on souhaite, c'est à nous de la prendre. Parce que c'est important de se rappeler que bah, si on s'en tient aux étiquettes qu'on nous colle, hein, selon bah, notre classe sociale, d'où l'on vient, nos origines, bah, in fine, on prendra que les places restantes, entre guillemets. Donc, celles que les autres considèrent comme étant les nôtres, quoi. Et, euh, et en fait, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Ça fait référence un peu au syndrome de l'imposteur hein, qu'on connaît tous, hein, je pense. Hmm. Euh, En fait, si tu veux une place, bah, c'est à toi de la prendre, la place. Tu dois pas attendre une approbation ou on t'autorise à la prendre, cette place. Si Hmm. déjà, t'es droit dans tes bottes sur le fait que bah, t'as ta place, tu la mérites, fonce. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc pour intégrer l'école de notariat, donc après le master, fallait trouver une alternance parce que le diplôme de notariat, alors c'est un diplôme universitaire mais qui se fait en alternance. Et sans cette alternance, je pouvais pas en fait être garantie de garder ma place en école de notariat. Ouais. Sans te mentir, j'ai dû envoyer, je pense, hein, entre 400 et 500 candidatures. Donc une bonne partie de l'annuaire finalement des notaires d'Île-de-France ont reçu ma candidature et je Ok. n'ai eu aucun entretien. Et Ah. pourtant, à cette époque, alors ça se fait plus trop, je pense, aujourd'hui, mais je me déplaçais pour déposer des CV. Et c'était encore l'époque des CV avec les photos. Donc je me souviens de m'être interrogée. Alors à cette époque, enfin, je m'étais voilée. Et donc, euh, et donc sur la photo, je m'étais dit, bah déjà que ton nom et ton prénom, c'est compliqué. Enfin, mets une photo sans ton voile pour Hmm. maximiser les chances de pouvoir avoir au moins un stage, quoi. Parce qu'à cette époque-là, alors certes, je gagnais en confiance, mais j'étais pas encore très à l'aise avec mon identité, avec qui j'étais, et bon, c'était compliqué. Donc bon, j'envoie 400 ou 500 CV, bah y a rien qui prend. Et je me dis bah finalement, si c'est pas la photo, c'est sûrement que le nom et le prénom. Et je me dis bah mince, je vais pas y arriver. Je sais pas d'où me vient cet élan de motivation. Je me dis, bah, retente quelques études notariales. Et cette fois-ci, vas-y, mets une photo avec ton turban. Et tente-le. Et peut-être qu'en fait, si c'est pas, enfin, la preuve, hein, j'ai envoyé des CV enfin, avec les cheveux découverts, ça n'a pas fonctionné. C'est que c'est peut-être pas ça. Donc, vas-y, tente-le avec le turban et peut-être que, je sais pas, ça va accrocher. Et j'étais déjà beaucoup plus confiante parce que bah, je me présentais comme étant bah, moi-même, quoi. Oui. On me retirait rien, on me demandait.
voilà, j'étais droite dans mes bottes à ce moment-là en envoyant ces CV avec le turban. Et le lendemain, subhanallah, je reçois un coup de fil d'une étude notariale prestigieuse à Paris dans le 8e qui me dit, bah écoutez, on recherche quelqu'un de manière très urgente. Est-ce que vous êtes disponible pour un entretien? Donc je vais en entretien. J'y vais vraiment l'estomac noué. J'étais couverte à ce moment-là. Donc je me présente la tête couverte, mais j'étais déterminée. Je me dis, bah voilà, pour rien au monde, je renierai qui je suis. Si mon turban il pose problème, bah, à mon sens, hein, enfin, selon moi, c'est la personne dérangée qui doit expressément l'exprimer. Si moi, j'en fais pas un problème, c'est que c'est pas un problème. En revanche, si c'est un problème, c'est à la personne en face de me dire, bah, concrètement, c'est un gros problème. Et on en discute. Mais à aucun moment, je me présentais comme étant quelqu'un de pas assuré, quoi. Ouais, ouais. Et je trouve ça très important, la posture, hein, la posture à prendre à ce moment-là. Encore une fois, c'est si vous le présentez comme un problème, bah, la personne en face de vous, votre interlocuteur, il sautera sur l'occasion pour saisir le problème que vous lui avez même vous-même soulevé finalement. Donc bon, je suis reçue par la RH et l'équivalent d'un manager avec qui donc j'allais travailler en principe. L'entretien se passe très bien. Je réponds sereinement à toutes les questions. Alors, c'était une grosse partie de questions juridiques, hein, plus que de questions personnelles. Et je me rends compte, en fait, qu'elles me fixent. Donc, ces deux femmes, elles me fixent et elles fixent surtout mon turban. Et personne, donc aucune d'elles, n'ose dire quoi que ce soit. Donc, je ne dis rien. À la fin de l'entretien, je me dis, bah, j'ai pas tellement de chance. Je sais que l'entretien s'est bien passé, mais je suis quasiment sûre qu'elles vont me rappeler soit pour me dire qu'il y a un problème au niveau du turban, soit pour me dire que je suis pas prise, finalement, parce qu'elles vont pas oser me le dire ni en face ni par téléphone. Mais au moins, c'est pas grave, hein. J'ai passé l'entretien. Je suis déjà très contente d'avoir eu un entretien. Ça m'a permis de pouvoir voilà, m'entraîner, entre guillemets. Et finalement, je me souviens, je crois que c'était un mercredi. Jeudi, je suis rappelée. Et elles me disent, écoutez, il faut que vous repassiez. Cette fois-ci, c'est un associé qui veut vous voir. Ok. Je me dis, bon, soit ça sent mauvais, soit ça sent bon. J'y vais. Je le rencontre et je m'aperçois que j'ai en face de moi donc l'associé historique de l'étude qui approchait la retraite. C'est une figure assez paternaliste quoi, qui me rassure finalement. Il me met tout de suite à l'aise. L'entretien se passe très très bien. Ça a duré, je pense, 25 minutes, pas plus. Et Ouais. très vite, il s'éclipse rapidement, mais en 30 secondes, hein. Il revient dans la salle et il me dit, bah écoutez, vous commencez dans 2 jours. D'accord. Euh, C'était Enfin, pour lui, décisionnaire. c'était lundi, Pour le quoi. coup. Bah, c'était le décisionnaire, c'est Ouais. ça. Et alors, au début, enfin, j'étais très contente, hein, très heureuse. Et à la fois, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment vrai ce que je vis là. Ouais. Euh, et finalement, je suis super reconnaissante aujourd'hui envers cette personne hein, qui m'a donné cette opportunité. C'est quelqu'un qui m'a très bien formée. Euh, Vraiment, je pense que c'était une opportunité rêvée pour moi. Donc, je fais 5 ans dans cette entreprise. Ouais. Donc, au Et début, je rentre dans cette. cabinet de notaire, ça comporte quoi comme équipe? Alors, ça dépend. Normalement, en tant que notaire, tu n'es pas censé te spécialiser. Donc, à l'échelle du cabinet, tu n'es pas censé être spécialisé et donc, entre guillemets, choisir tes clients. Là, Mhm. pour le coup, c'était une étude notariale. Alors, quand je dis prestigieuse, c'est parce qu'en fait, on ne faisait que des gros dossiers et que des gros clients. D'accord. Donc, on faisait que des clients institutionnels, des grosses sociétés foncières, des grosses entreprises. On faisait pas de particuliers. Donc, les Ok. opérations qu'on avait à traiter, c'était des opérations d'aménagement foncier, de cession de portefeuille d'actifs immobiliers, ce genre de choses. C'était pas des ventes entre particuliers, quoi, typiquement. Donc, il y a plusieurs équipes. Euh, Donc, je me souviens quand j'arrive dans l'entreprise, alors donc on présente tout le monde, etc. Et j'étais persuadée, au fond de moi, qu'on allait me mettre dans le dernier bureau au fond du couloir, toute seule là-bas, Ouais. et qu'il fallait que je me fasse super discrète, voilà. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou. C'est pour ça que je dis que je suis très reconnaissante finalement. Enfin, je remercie Dieu et je remercie surtout aussi cet associé qui m'a donné ma chance hein, à ce moment-là. Mhm. Donc, je crois qu'on était 15 jours après mon arrivée. Et, Mhm. euh, et en fait, je le croise dans le couloir et il me tend un dossier, mais un énorme dossier qui rentrait pas dans un sac, hein, vraiment. Et il me dit, écoutez, j'ai besoin de vous. Il n'y a pas le choix dans tous les cas. Il va falloir que vous accompagniez un client dans un rendez-vous de signature d'un contrat.
personne n'est disponible. Ne vous inquiétez pas, il y a rien de compliqué. Vous faites bonne figure. Et puis, en cas d'urgence, vous m'appelez, vous me faites un SMS. Voilà, mais ça va bien se passer. J'étais Ok. pétrifiée. Je me suis dit, bah, à la fois, j'étais pétrifiée et à la fois, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais en fait, il veut pas me laisser au fond du couloir. Il me demande de me déplacer seule et d'accompagner un client que je connais pas, un client important. C'est qu'en fait, je suis là pour les bonnes raisons. Je suis là parce que je fais le taf, en fait. Ouais. Finalement, bon, j'y vais quand même la boule au ventre. Mais le Mm. rendez-vous se passe très Mais je bien. pensais que tout ce qui était signature, ça se passait au cabinet, non? Les choses qui se passaient à l'extérieur. Alors, en fait, quand on est plusieurs notaires dans l'opération, il y a toujours un notaire qui garde la main sur la signature du contrat. Donc, ça Ok. signifie que on n'a pas besoin d'être plusieurs, on n'a pas besoin d'être plusieurs notaires pour signer à la fin d'un contrat. Euh, Seul un notaire certifie l'authenticité et la validité d'un contrat dans lequel il se peut que les parties soient pas tous ses clients. C'est juste qu'on D'accord. l'accompagne d'un point de vue conseil et d'un point de vue, enfin voilà, il se sent accompagné quoi. Mais il n'y a pas forcément la signature du notaire, de tous les notaires sur le contrat quand on est plusieurs. Mais toi, tu signais, t'as dû signer du coup? Non, j'ai pas dû signer, j'ai juste dû en fait accompagner et en fait si vraiment il y avait un sujet, un litige Ah oui, d'accord. qui C'est le naissait, sens. Ouais. il fallait que je défende un peu mon client quoi et que je le fasse surtout que en fait j'évite à ce qu'il signe un contrat qui est soit déséquilibré, soit qui lui portera Ah, préjudice, je soit vois, je voilà. vois. Ok, ok, C'est d'accord. plutôt du conseil en fait pour le C'est coup. plus du C'est un conseil. rendez-vous Ok. de voilà, exactement. Donc je me Ok. déplace en rendez-vous, ça se passe très très bien. J'ai pas eu à appeler mon chef et et en fait c'est à ce moment-là, je pense que je me suis vraiment rendu compte que j'étais à ma place. Et et voilà. Donc je passe 5 ans dans cette entreprise. Après, j'ai très vite évolué, j'ai changé de service, j'ai un peu touché à tout finalement et je me suis finalement très bien formée hein, dans cette entreprise. Et euh, à un moment donné, enfin, je me suis sentie, je voulais faire autre chose, quoi. Euh, Hmm. et alors, je reviens juste sur ce que je viens de dire. Je pense que c'est super important de rappeler encore une fois à chacun surtout peut-être aux étudiants en ce moment qui traversent des périodes compliquées dans le cadre de soit de leur alternance, soit de leur parcours, hein, plus globalement, que en fait, c'est important de jamais laisser les autres définir vos limites. Hmm. Euh, Ouais. faut pas laisser les autres rentrer dans votre petit cocon. Voilà, Hmm. c'est à vous de les fixer les limites. Donc, si j'en étais arrêtée aux limites qu'on voulait me fixer, bah en fait, je serais pas là aujourd'hui. Euh, Ouais. voilà, c'est assez important de se le répéter souvent pour pouvoir se l'intégrer vraiment une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais. Et j'ai une autre anecdote aussi bon, je m'en souviens parce que ça m'a fait rire sur le coup. Donc, toujours dans cette entreprise, euh, j'ai dû parfois driver des réunions en présence de plusieurs cols blancs, entre guillemets. Et quand j'arrivais en salle de réunion, je me souviens, pardon, ils étaient très étonnés de voir que je m'installais autour de la table avec eux Ouais. et que j'étais pas celle qui servait les cafés, quoi. Et je me souviens d'un jour où, ouais, ça me fait rire, hein, parce que dès que tu passes la porte de la salle de réunion, tout le monde te regarde comme si, enfin, personne n'ose rien dire hein, à ce moment-là. Mais tout le monde n'en pense pas moins. Et donc, on pense souvent que c'est celle qui va faire les cafés, quoi. Et donc, une fois, donc j'allais driver une réunion, euh, et donc tout le monde est en train de s'installer. Mhm. Et je dépose mon ordinateur à une place. Et à ce moment-là, il y a un client qui vient me voir et qui me demande de lui servir un café. J'étais à la fois très surprise de sa demande et je me suis dit, bah, euh, pas que je voulais pas, par politesse, lui servir, hein, mais je pense que la posture que je devais avoir à ce moment-là, c'était pas celle de servir le café. Donc, je lui ai très gentiment répondu et que la machine à café, elle était juste à sa disposition et juste derrière lui. Il était tellement gêné, tellement confus. Et il a très vite compris au final, bah, quand on a commencé la réunion, que en fait, la personne, enfin, que j'étais quoi, j'étais son interlocuteur depuis plusieurs mois sur le dossier. Il était Mhm. super gêné et depuis, alors ça se passe très très bien avec ce client, hein, mais sur le coup, je Mhm. pense que autour de la table, ça a surpris plus d'un. Et, et voilà, c'est une anecdote qui me fait toujours rire.
Mais Euh, c'est super important ce genre d'événement. Enfin, non pas qu'on cautionne ce genre de comportement, mais cette visibilité, le fait de pouvoir voir des femmes visibles, musulmanes ou autres, ça permet de ouais. faire changer les perceptions de certaines personnes et leur manière de penser, leur manière de voir les choses. Donc, je pense que cette Ah personne, ouais. la prochaine fois, elle réfléchira deux fois avant de faire ce genre de commentaires. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça qu'au début, je t'avoue que pendant quelques secondes, tu vois, automatiquement, enfin, j'étais à deux doigts de me diriger vers la machine à café et j'allais lui servir son café. Et très Ouais. vite, je me suis dit, bah non, en fait, tôt ou tard, là, tu vas driver la réunion. C'est pas à toi de faire le café de ce monsieur. Et qui plus est, la machine à café, elle est derrière lui. Donc en fait, quoi? Enfin, non, non. Ouais. Très gentiment, avec un sourire, très poliment. Mais le message, il est passé. Super intéressant. Et je raconte pas ça par arrogance ou quoi, hein. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que faut absolument qu'on se détache progressivement du syndrome de l'imposteur qu'on a en fait intégré. Oui. Euh, voilà, enfin, c'est à nous Cette vraiment approche, j'ai de... l'impression presque colonialiste jusqu'au bout de la part de certaines personnes parfois de se dire, voilà, telle catégorie de Ouais. personnes, c'est les personnes qui travaillent pour nous et nous, on a les plus hauts postes. Bah, c'est un peu ça, hein. Mais en fait, faut leur prouver que, un, c'est pas eux qui décident des postes à attribuer, et deux, en fait que c'est fini, hein, l'ère colonialiste, hein. Il y a un moment donné où faut avancer, quoi. Donc bon. Ok. Donc, tu as travaillé pendant plusieurs années dans cette étude notariale. Ouais, Donc, exactement. J'ai passé en tant que, je sais pas c'est quoi le rôle, le poste au nom alors du poste. 5 ans dans cette entreprise en tant que notaire assistant. Donc au début j'étais collaboratrice. Ensuite, bah en fait, vu que j'étais en alternance, j'étais à l'école et en entreprise, et donc j'ai été diplômée à ce moment-là. Donc je suis passée de notaire, enfin de collaborateur à notaire assistant. Donc diplômée notaire, mais je pouvais pas encore exercer en qualité de notaire à proprement parler, pour bah, les raisons que j'ai expliquées en début d'échange. Ouais. Et donc Et, ensuite, ouais. Vas-y, je te laisse continuer. ah, pardon. Bah donc du coup ensuite, bah, au bout de 5 ans, souvent c'est la période dans laquelle je crois, il me semble avoir lu une étude qui disait qu'au bout de 5 ans, on a cette envie de renouveau d'un point de vue professionnel. Donc on s'interroge sur soit changer d'entreprise, soit changer complètement de voie. Et donc pour moi, il fallait que je change, je pense, d'entreprise à ce moment-là. Et à ce moment-là, on me débauche. Donc il y a un associé d'une autre étude notariale qui me propose un poste intéressant. Donc il me propose de reprendre la gestion d'un service. Donc j'accepte. Donc je change d'étude. Et Mhm. très vite, on me propose directement de me nommer notaire. Donc de déposer mon dossier de nomination. Ça s'est fait assez rapidement, hein. Je crois que j'ai intégré cette entreprise en juin et mon arrêté de dénomination est paru en octobre, donc quelques semaines plus tard, après mon dépôt de dossier, je recevais Ok. déjà mon arrêté. Donc j'ai D'accord. prêté serment dans la foulée et donc ça fait 3 ans maintenant que j'exerce en tant que notaire salarié. D'accord. Donc là, tu as franchi un cap Oui, de notaire assistant à notaire salarié. Et exactement. la différence entre les deux, techniquement, c'est quoi? Alors, donc notaire assistant, tu es diplômé, mais tu ne peux pas recevoir la clientèle ni signer les actes à ton nom. Mhm. Donc, tu es diplômé, tu es en mesure de pouvoir le faire, mais tu n'as pas prêté serment. Tu n'as pas été nommé par le garde des Sceaux et tu n'as pas prêté serment. Donc, tant que D'accord. tu prêtes pas serment et que tu n'es pas nommé par le garde des Sceaux, tu ne peux pas, en fait, rédiger des contrats à ton nom. D'accord. Donc, tu vas rédiger et ça va Voilà. être le nom du notaire salarié de l'agence, tu disais. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, De de l'étude l'étude. De notariale, l'étude. Ouais. qui du coup mettra son tampon ou enfin, validera ce que je fais Exactement. écrit. Tout à fait. Et donc, tu passes aussi l'étape suivante. Quand tu es notaire, tu engages, ta responsabilité personnelle. Ça peut être même responsabilité civile et pénale, hein. Et tu engages Mhm. aussi la responsabilité de l'étude notariale dans laquelle tu as été nommé. Donc, tu exerces. Ça signifie que D'accord. tu fais une boulette dans un dossier. Bah, tu peux être inquiété à titre personnel, mais pas que. Tu peux aussi engager la responsabilité de tous les associés de l'étude finalement. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand on dit que la profession est fermée, alors elle l'est beaucoup moins qu'avant, mais pour pouvoir être en mesure de déposer son dossier de nomination, c'est une sorte de cooptation et il faut vraiment que
que tes patrons soient confiants hein, sur le fait que bah, tu travailles bien et que Mais potentiellement. dans ton cas, tu venais juste de rejoindre, donc là, c'est pas un risque de son côté aussi. Alors, ce qui a fait qu'on m'a proposé d'être nommée rapidement, c'est que, d'un point de vue technique et organisationnel, il fallait absolument que pour pouvoir gérer ce service, il y ait un référent qui soit en mesure de recevoir les clients. Et il y avait aussi euh, le fait que, en fait, on m'a proposé très vite de me nommer parce que j'ai été formée dans une très grosse étude prestigieuse à Paris, un peu comme les cabinets soit d'avocats, soit les cabinets de Oui. consulting, quoi, Ouais, c'est d'audit. alors sûr pour eux, quoi. En fait, ils regardent même pas tout ton CV. Moi, je me souviens, j'ai même pas envoyé mon CV. Ils savaient juste que j'avais fait 5 ans dans cette étude et ça suffisait, en fait. En fait, c'est un gage de qualité. Et puis après, je pense, hein, de toi à moi, je pense que bah, c'est un milieu quand même assez fermé. On se connaît, pas tous, mais quasiment, Ouais. quoi. Donc, quand on reçoit une personne qu'on veut en fait intégrer une personne dans l'entreprise, ça se fait, même si on s'entend pas très bien avec les confrères, ça se fait d'appeler les confrères pour demander comment ça s'était passé avec cette personne dans l'entreprise qui vient de quitter, quoi. Oui. Je pense Parce qu'il que y a même peut-être eu si aussi un chez les échange, avocats, ils veulent souvent avoir l'avis des de références, quelqu'un, quoi, un ouais, gage des de, références. ouais. Donc voilà. Alors, on t'a mis responsable. Ça veut dire quoi d'être responsable? Il y avait plusieurs salariés aussi comme toi qui étaient responsables de différentes. Euh, alors ça veut dire que en fait j'étais à la tête d'un service qui était particulier et je gérais notamment alors plusieurs clients dont les miens mais pas que. J'avais un gros client parce que donc aujourd'hui je suis spécialisée en droit immobilier, en droit des sociétés et j'assiste en fait une clientèle dans le cadre d'opérations immobilières mais aussi des montages financiers au travers de financement Murabaha. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été à la tête du service pour gérer ce client en particulier qui est une banque qui propose ce type de financement. D'accord. Ok, c'est Voilà. intéressant ça. J'ai effectivement, en fait, dans mon service, plusieurs collaborateurs. Et le fait que tu sois musulmane, ça a joué dans ce choix-ci, parce que c'est de la finance islamique pour le coup. Alors, je ne sais pas si ça a joué parce que, typiquement, quand tu es arrivé dans cette entreprise, le service était déjà initialement créé et Ouais. la personne qui gérait ce service, c'était pas une personne musulmane. Et d'ailleurs, moi, mes patrons sont pas de confession musulmane. Donc, Ok. je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, si ça a joué, moi, je suis contente aujourd'hui hein, Ouais. de d'avoir une bonne partie de ma clientèle qui est de confession musulmane. Mhm. Et puis, c'est un sujet, la finance islamique, qui m'intéressait déjà. Je m'étais déjà renseignée. Alors, je ne m'étais pas encore formée, mais je m'étais déjà renseignée. Et puis, c'est quelque chose qui me parle. Donc oui, je pense que ça a facilité les choses pour tout le monde, quoi. D'accord. Non, c'est vachement intéressant. Et pour chaque agence, euh, c'est des agences, hein, tu disais. Pardon, là, ce mot, je Euh, l'ai tout le temps. les études. Les Les études, études voilà. Ah, notariales. ça va pas aller là. Les études notariales. Pour chaque étude, il va y avoir un salarié notaire ou plusieurs. Alors, non, il y a une règle aujourd'hui, en tout cas à Paris, qui est la règle suivante. Par notaire associé, tu peux en fait engager 2 notaires salariés, pas plus. D'accord. Donc en fait, si t'es 5, là typiquement dans l'étude dans laquelle je suis, il y a 5 notaires associés, on est 10 notaires salariés. Ok. Les associés, du coup, c'est un grade au-dessus encore. Ah ouais, la différence entre salarié et associé, c'est effectivement que, bah, en fait, quand tu es associé, c'est que tu as... Alors, comment on devient associé d'une étude? Soit on rachète des parts d'une étude notariale déjà créée, donc d'une société déjà créée. Donc, quand tu rachètes des parts de société, bah forcément, leur valorisation, elle tient compte aussi de tout ce qu'il y a. C'est un peu comme un fonds de commerce, hein, de la clientèle, du portefeuille de dossiers, etc. Donc, Ouais. plus tu as une étude ancienne et grande, et plus forcément ça va te coûter cher. Donc, soit tu rachètes des parts et tu intègres finalement une étude qui est déjà créée, donc tu t'associes à d'autres, Ok. soit tu as la possibilité de créer ton office, mais on est soumis à la règle du numerus clausus, un peu comme les pharmaciens, un peu comme les taxis. C'est des professions qu'on dit réglementées, donc il ne peut pas Ouais. y avoir plus que ce qu'autorise l'État, et tu peux pas t'installer où tu veux. Donc il y a des phases on appelle ça l'horodatage, c'est
tu candidates pour être tiré au sort pour t'installer gratuitement sans payer ton droit de présentation, donc ton droit de t'installer, donc ta plaque, hein, ta Ok. charge, sans payer cette charge-là, mais tu pars de zéro. Donc concrètement, faut avoir, je pense, une bonne enveloppe pour pouvoir t'installer. Ok. Parce que nos logiciels, typiquement, nos logiciels et enfin, les outils avec lesquels on travaille, c'est des choses qui coûtent assez cher. Donc aujourd'hui, il faut avoir, à mon sens, hein, les épaules bien solides pour pouvoir s'installer à son compte C'est seul. à vie, c'est à vie une fois qu'on a. Alors non, 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 tu peux t'installer et puis quand t'en as marre, tu peux recéder ou quand ça va pas aussi économiquement parlant, que tu sais pas gérer, parce que tu deviens chef d'entreprise finalement. Donc si ça fonctionne pas, Même bah, si tu souhaites, c'est pas des forfaits ou bien des. non, non, euh, effectivement, c'est à vie. ouais, C'est à vie. d'accord. Et après, du coup, si Exactement. tu crées ton étude, voilà, à un moment, je me souviens, ton étude, euh, ensuite, si tu vas avoir des associés, donc ça dépendra de la clientèle que tu as réussi à créer. Et par exemple, l'associé, forcément, par exemple, le premier associé prend 50% ou comment ça fonctionne? En fait, c'est un rachat de part sociale. C'est-à-dire que généralement, hein, quand tu t'associes, tu viens pas les mains vides. C'est que Ouais, tu viens avec au moins un portefeuille client. C'est un ok. peu la contrepartie de cette demande d'association, quoi. Tu veux racheter des parts, tu te dis, bah, ok. Enfin, les autres associés qui sont déjà dans l'entreprise te disent, bah, ok, mais tu apportes quoi de plus? Enfin, concrètement, qu'est-ce que tu as à nous offrir en contrepartie? Et donc, tu es censé quand même rapporter au moins un petit portefeuille client. Et je pensais que le métier de notaire, c'est extrêmement demandé quand même, si on a un manque de notaires. Est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir Euh, un portefeuille client? Alors, on est en manque de notaires, mais pas tant que ça. Parce que Hmm. là, typiquement, en ce moment, c'est compliqué d'un point de vue de l'économie. Donc, il y a eu l'inflation. Le marché de l'immobilier, alors je dirais pas s'est effondré, mais il a été très, très impacté. Parce que Mhm. tout est lié, hein, le secteur de la banque aussi, le taux au niveau des prêts, etc. Donc, tout est lié. On traverse aujourd'hui une crise dans la profession Ok. qui fait qu'aujourd'hui, autant il y a 3 ans, tu pouvais changer d'études notariales comme tu pouvais changer de téléphone, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que c'était assez simple. On te débauchait même, hein. Même les collaborateurs, on les débauchait. Dans un dossier, s'ils avaient changé avec un C'était le collaborateur qui dossier était efficace. pour eux, quoi. E- Exactement. Et puis là, c'est un peu compliqué. Donc, il y a eu même quelques licenciements Ah ouais, carrément. dans certaines études. Ouais. On est très, très, très liés. En fait, le droit immobilier, enfin, la branche immobilière, c'est vraiment une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Ouais. Tu as plus de possibilités d'avoir un client que tu peux suivre sur plusieurs opérations immobilières, plus que un client qui peut pas décéder plusieurs fois, qui Mhm. viendra pas te voir plusieurs fois pour des sujets de succession. Tous tes clients sont pas forcément chefs d'entreprise, donc ils n'ont pas forcément besoin de conseils en droit des sociétés. En revanche, les opérations immobilières, typiquement, hein, des clients qui ont acheté il y a quelques années, qui finalement sont mutés, donc doivent vendre pour racheter autre chose, si ça s'est bien passé, en principe, ils reviennent te voir. Ouais. Et ça, sur plusieurs opérations. Si ça s'est bien passé, ils te recommandent aussi auprès de leurs voisins, amis, leur famille, etc. Donc plus sur des opérations immobilières. Aujourd'hui, c'est vraiment D'accord. un peu notre cœur de métier. Ouais. Et c'est pour ça, souvent, qu'on nous connaît, hein. Tout à l'heure, tu évoquais les frais de notaire. Quand tu changes d'agence, d'études, pardon, hein, d'études Oui. notariales, tu as le droit de rapporter tes clients avec toi? Ou ça, c'est pas des clients qui sont liés à l'étude et justement, donc, actuellement, tu peux pas les ramener avec toi, hein. Alors, T'es pas obligé? normalement, dans ton contrat de travail, normalement, il y a en fait, il y a une clause qui prévoit que tu n'as pas le droit de te faire une clientèle et tu n'as pas le droit de partir avec ta clientèle. Dans les faits, tu ne peux pas forcer un client. Enfin, si c'est ton client, hein, c'est-à-dire que si c'est pas un client que tu as, un client qui était là quand tu es arrivé et avec qui tu t'entends et donc du coup qui te suit. Mhm. C'est vraiment un client que tu as apporté. Dans les faits, enfin, tu peux pas forcer un client à rester là où il veut pas rester. Donc, dans les Ouais. faits, enfin, c'est lui qui choisit son notaire, hein. Et puis on a même des clients qui, à chaque opération, changent de notaire. Et c'est Ouais. OK. On peut pas forcer le client à rester. Donc, Les en clients, pratique, ils sont fidèles à leur notaire, en général, ou genre quand ils ont tout des à fait. questions, Si ça s'est bien passé, souvent, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils savent que soit tu es joignable, soit que tu as été efficace.
au moment où ils étaient, voilà, euh, ils ont traversé une période un peu compliquée, que ce soit même dans un projet immobilier finalement, hein. On a des clients super stressés parce qu'on n'achète pas une maison tous les jours, quoi. Donc, et puis c'est des Ouais. engagements avec les prêts qui sont souscrits, etc. sur plusieurs dizaines d'années. Donc bon, si la relation, et c'est ça le plus important, hein, avec le client s'est bien passé, souvent c'est des clients qui reviennent, hein. Même pour des questions, hein, de temps en temps. C'est juste des questions. Ils ont voulu mettre en location une partie de leur maison. Ils sont pas sûrs de comment, enfin, de la procédure à suivre, ce genre de choses. Euh, Ouais. ils se séparent malheureusement, donc il y a des questions de divorce, il y a des questions de. Donc voilà, en fait, t'es un peu leur confident d'un point de vue de la Ouais. gestion de leur patrimoine. Et quand je parle de patrimoine, c'est vraiment au global. Ouais. Ça Ok. peut être le patrimoine professionnel comme le patrimoine personnel. Ok. Et par rapport à un gestionnaire de patrimoine, justement, euh, quand est-ce qu'on va voir plutôt un notaire ou plutôt qu'un gestionnaire de patrimoine? Euh, alors pour moi, le gestionnaire de patrimoine, peut-être que je me trompe, euh, mais pour moi, le gestionnaire de patrimoine, il est plutôt dans la proposition de solutions de gestion via l'épargne, via des produits qu'il vend. Ouais. Voilà. Le notaire, il est là pour, en fait, il va pas. Plus la préservation, lui. Exactement. En fait, il est là pour. C'est vraiment quand je parle de confident, c'est la personne de confiance de la famille, en principe, ou d'une personne, en fait. On est soumis au secret professionnel. Moi, j'ai plusieurs clients dans une même famille qui m'ont confié des choses qui impactaient les opérations des frères et sœurs, etc. Et en fait, on a trouvé une solution Ouais. pour, euh, préserver ce secret professionnel et pour pouvoir finalement équilibrer les opérations et que chacun y trouve son compte. Et finalement, c'est vraiment cette relation qui, je pense, est un peu différente avec un gestionnaire de patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine, vous allez le voir quand vous avez beaucoup d'argent et que vous ne savez pas où placer, souvent. Euh, Mm. Plus que quand vous avez une question que vous vous posez au quotidien sur, je ne sais pas, une question immobilière. Ça peut être, effectivement, j'évoquais tout à l'heure le divorce, les Ouais. conséquences que ça peut avoir sur le patrimoine. Je dirais que ces deux domaines, finalement, c'est ces deux champs d'application qui sont Je un peu vois. différents. Même si on parle tous les deux de patrimoine, je pense que c'est deux métiers différents. Ouais. C'est quoi le business model, entre guillemets, d'un notaire? Sur quoi ils prennent leurs frais, ils se financent? On entend souvent parler des frais de notaire. Et la dernière fois, tu me disais que voilà, les frais de notaire, il y a une grosse partie qui est en fait reversée directement à l'État, donc il ne va pas dans la poche du notaire. Ouais. Comment se financent les notaires techniquement? Alors, il faut savoir que les notaires sont soumis à un tarif qui est réglementé par l'État. Donc, c'est l'État enfin, qui décide, hein, du tarif des notaires sur une bonne partie de nos activités. Ok. Donc, J'imagine typiquement, le rente à immobilière, part pour le conseil, j'imagine. voilà, à part pour le conseil où on a des honoraires qui sont libres, donc c'est à nous, hein, soit sous forme de forfait, soit sous forme d'heures, un peu comme les avocats, hein. Je passe Ouais. 5 heures sur un dossier, bah, je vous facture tant à l'heure, quoi. Euh, En revanche, sur une grosse partie des contrats consignes, on est soumis aux tarifs réglementés. Et je donne l'exemple de la vente immobilière parce que c'est l'exemple qui est le plus parlant. Alors déjà, je tenais à rectifier le terme. Alors je pense qu'on l'a vulgarisé parce que c'est plus simple à utiliser. On parle de frais de notaire. En réalité, c'est des frais d'acquisition. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je tiens à ce qu'on utilise les bons termes. En réalité, les frais que vous payez au moment d'une acquisition immobilière ne sont pas dans la poche du notaire. Mhm. Typiquement, sur une vente immobilière, faut compter à peu près l'équivalent de 8%, de 8 à 10% du prix de vente. Et donc, ces Mhm. 8 à 10%, c'est la rémunération. Alors, non pas du notaire, c'est les frais de notaire qui comprennent pour 7% des taxes que vous payez à l'État. Donc, nous, notaires, on est collecteurs d'impôts pour l'État. On reverse l'impôt. Quand vous nous versez les frais d'acquisition, on reverse à 70% des frais à l'État. Et la rémunération d'un notaire dans une opération immobilière et ces fameux 8%, c'est 1%. Donc sur un prix de 250 000 euros, ce qui va nous revenir en termes on appelle ça des émoluments, donc vraiment dans la poche du notaire, quoi, c'est à peu près 2 600 euros. D'accord. Le reste, ce sont des taxes que vous payez à l'État. Mhm.
Il y a une bonne partie de la taxe qui correspond à une taxe due au département dans lequel vous achetez. Une autre Mhm. partie qui correspond à des frais et des taxes dues à la commune dans laquelle vous achetez. C'est un peu comme un ticket d'entrée, hein, finalement. Et ensuite, il y a des frais intermédiaires, c'est les frais d'instruction du dossier. Comme on sollicite pas mal les administrations pour tel et tel document pour constituer le dossier de vente, bah, c'est des frais qui nous sont refacturés, donc on refacture le client. Et la majorité des activités que vous avez, si tu me disais, c'est par rapport à l'immobilier. Et sinon, il y a Oui. d'autres à côté qui est réglementé. Alors, il y a aussi les droits de succession. Donc, quand il y a une D'accord. personne qui décède et que son patrimoine est transféré à ses héritiers, en fait, les héritiers sont taxés sur ce transfert de patrimoine. Le fait que les biens passent du patrimoine de la personne qui est décédée aux héritiers. En fait, faut considérer hein, qu'en France, tout transfert de patrimoine est taxé. Donc là, vous héritez typiquement d'un de vos parents. Si dans le patrimoine, il y a de l'immobilier, vous serez taxé sur le patrimoine. Euh, alors, il y a un seuil, si le patrimoine est inférieur à, de mémoire, 5 000 euros, je crois que vous n'êtes pas taxé. Mais sinon, au-delà, tout est taxé. Alors après, il y a des abattements hein, qui s'appliquent en fonction des situations. Euh, Oui. mais grosso modo, faut garder en tête que c'est taxé. Vous recevez un bien en donation, vos parents vous donnent un bien immobilier, ils ont le droit, et ben c'est taxé. Ouais. C'est taxé. Donc même en donnant son patrimoine, on est taxé. Une question un peu complexe, mais pour les Français résidant à l'étranger, comment ça fonctionne? Alors c'est aussi taxé. Alors en fait c'est le montant qui est taxé différemment, mais c'est pas parce que vous êtes pas résident que vous serez pas taxé. Il y a des sujets de plus-value, il y a des sujets. En fait, c'est selon la qualité de la personne que c'est taxé différemment. Et il y a des exonérations aussi qui s'appliquent à certaines personnes qui sont de nationalité française, mais qui ne sont non résidents. Ok. Aujourd'hui, alors je pourrais pas vous dire que c'est plus intéressant que la fiscalité d'un résident, mais certainement. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans le patrimoine et de ce qu'on a à partager. C'est vraiment très, enfin, c'est au cas par cas, quoi. D'accord. Mais c'est aussi taxé. C'est pas une planque. C'est-à-dire Ouais. que si vous vous installez à l'étranger, que vous êtes non-résident, bah, ce serait quand même du fait que vous êtes de nationalité française et que potentiellement, on parle de transfert de propriété en France, hein, j'entends. Ouais. Euh, À donc, l'étranger, vous c'est serez quand même encore taxé. différent. Ouais, exactement. Notamment pour les binationaux. Mm. Pour les binationaux qui ont double nationalité et en patrimoine à la fois en France et à la fois à l'étranger, bah, il y a des règles aussi spécifiques qui s'appliquent. Ce D'accord. que traitera la France, alors ça dépend des conventions entre les États, mais globalement, ce que traitera la France, c'est uniquement le patrimoine en France. Et parfois, on doit intégrer aussi la valeur du patrimoine à l'étranger. Donc c'est pour ça que je Ok. dis c'est vraiment au cas par cas. Les situations sont. Je crois que en fait chacun des dossiers, c'est pas, alors c'est à la fois une profession qui est chronophage, mais à la fois en fait chaque dossier est différent. Ok. Donc, tu disais donc frais d'acquisition, frais de succession, ça va être les deux plus gros dossiers, C'est types de les dossiers que tu deux vas avoir. ouais, c'est ça, c'est les deux plus gros postes. Alors, je suis pas spécialisée en droit de la famille et en droit des successions. C'est pas Ok. trop mon dada. Ouais. Mais j'en fais. Enfin, j'ai été formée pour, donc j'en fais. Mais effectivement, c'est les deux gros postes, on va dire, rémunérateurs hein, dans l'étude. Notre chiffre d'affaires, grosso modo, c'est, je dirais, 60% les ventes immobilières et le reste, c'est du droit des successions, du conseil aussi. Parce qu'effectivement, bah, tout travail mérite salaire. Le conseil, alors ça dépend de la complexité. Si c'est juste une question temporaire, on ne facturera pas. Hein. En revanche, si c'est vraiment un conseil bien particulier sur de l'optimisation fiscale, sur ce genre de sujet un peu touchy qui nécessite des recherches, une analyse vraiment précise, Mhm. bah, comme les avocats, on facture soit au forfait, soit à l'heure. D'accord. Rapidement, juste pour le cas d'un transfert de patrimoine immobilier, Mhm. c'est quoi les différentes étapes? Par exemple, demain, une personne souhaite acheter un bien. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'acheter cash? Je dois juste venir chez vous pour signer un contrat? C'est quoi la complexité derrière?
Alors, il y a une obligation en France pour les achats immobiliers de passer par un notaire. Donc, pour pouvoir en fait transférer la propriété, vous êtes Ouais. obligé de passer devant un notaire. Dans ce cadre-là, le fait de payer cash ou de payer par un prêt, en fait, tout est possible. Simplement, on a des vérifications, nous, d'usage à effectuer. Si vous achetez cash, on va juste vous demander de justifier de l'origine des fonds pour s'assurer Ok. que les fonds ne proviennent pas d'activités illicites, ce genre de choses, parce qu'on est inspecté, comme on tient une comptabilité publique. Mhm. Voilà. Et on ne peut pas recevoir non plus d'espèces. Donc, que des virements. Alors, ça peut être des virements de l'étranger, hein, Ouais. mais que des virements. Et puis, on aura juste cette étape d'investigation pour s'assurer que on connaît très bien notre client et que c'est pas une activité. On s'est pas rendu complice d'une opération frauduleuse. Voilà. Ok. Donc demain, il y a deux personnes qui s'entendent sur l'achat-vente d'un bien, disons 100 000 euros. Ils vont rajouter peut-être 8 000 euros pour les frais. Mhm. Donc demain, s'ils vont voir ils vont voir le notaire physiquement, peut-être, je sais pas. Ah oui, oui. Alors, ça peut être de manière dématérialisée. Donc, moi, j'ai des clients partout en France. J'ai des Mhm. clients que je n'ai jamais rencontrés physiquement. Donc, on se fait une Ok. visio pour pouvoir Ok. échanger, parce que j'aime bien quand même connaître mes clients, mais pas les avoir Ok. qu'au téléphone. Euh, donc, on se fait des visios. Les rendez-vous aussi se tiennent en visio. On Mhm. procède par procuration si nécessaire. Euh, mais c'est tout à fait possible depuis l'étranger. J'ai eu des clients, moi, qui étaient au Moyen-Orient, qui voulaient investir en France, qui étaient de nationalité française, qui se sont juste expatriés à l'étranger. Mhm. Et donc, l'opération s'est faite à distance. Il n'y a pas eu de problème, hein. Ouais. Mais en général, quand on achète un bien, qui va être responsable de proposer enfin, de trouver le notaire? Alors, souvent, en pratique, si vous connaissez pas de notaire, souvent, quand vous passez si l'opération a été négociée par une agence immobilière Ouais. qui vous a proposé le bien, avec qui vous avez visité, etc., c'est l'agence qui. Alors, en pratique, on travaille avec des agences. C'est-à-dire que ça s'est bien passé sur un dossier, l'agence vous ramène des clients et puis, en fait, c'est donnant-donnant, hein. Euh, Au mieux, le dossier est traité correctement, au mieux, l'agence immobilière touchera aussi sa commission. Ouais. Donc voilà, souvent, c'est les agences immobilières qui proposent des notaires quand on n'en connaît pas un. Ouais. Quand il y a une partie sur deux, donc le vendeur connaît un notaire, souvent, il propose de passer par le même notaire. Donc, il propose à l'acquéreur de se faire représenter par son notaire à lui. Mais il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas vous forcer à choisir un notaire en Ça particulier. va pas être Chacun est libre. le notaire, enfin, par exemple, une personne qui a acquis un bien avant, il est passé par un notaire. Du coup, c'est aussi le notaire qui a les informations, hein, l'ancien notaire. Oh, alors, c'est plus simple en Ouais. pratique. Mais si ça s'est mal passé avec ce notaire, alors certes, il a la copie du titre de propriété, Ouais. mais en principe, vous l'avez aussi en tant que propriétaire. D'accord. Donc, en fait, ça fait partie aussi des missions du notaire de constituer un dossier de vente complet, hein. Ouais. Donc ça, c'est pas tellement une difficulté. Euh, ne vous sentez pas obligé de passer par le notaire par qui vous êtes passé pour votre acquisition. D'accord. Je disais tout à l'heure, j'ai des clients moi qui changent de notaire à chaque opération. Hmm. Alors on sait pas pourquoi, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et alors je vais même aller plus loin. J'ai un dossier en cours actuellement où, alors en vendeur, on a une succession qui est très compliquée, donc plusieurs héritiers qui s'entendent pas. Oui. Chaque héritier a un notaire. Ils sont 7 en tout. Ah ouais. Donc il y a 7 notaires côté vendeur. Et côté acquéreur, il y a 2 acquéreurs et chacun a décidé de prendre son notaire. Et alors souvent la question enfin, que se posent les clients, c'est bah, plus on multiplie les notaires et plus les frais seront élevés. Hmm. Bah, pas forcément, du coup. Alors non, C'est juste les c'est pas. 1% qui sont attribués à des personnes différentes. C'est exactement ça. 1% par un notaire ou ça va être les 1% divisés? Non, j'imagine pas ces trucs. Non, non. Grand-chose. Non, non, c'est 1% soit du patrimoine à partager, soit du bien immobilier, Ouais. qui seront répartis en fonction enfin, entre tous les Pour le notaires. notaire, c'est intéressant. 10. Bah non, c'est pas très intéressant. Mais c'est pas pour ça qu'on va refuser. On n'a pas le droit de refuser d'ailleurs de dossier de client. Sauf s'il y a vraiment un sujet où on vous demande de faire quelque chose qui est illégal. Ok. C'est Et du coup, la seule en général, ça possibilité va être qu'on a. accompagné de la partie de consulting à côté, d'accompagnement. Pas Oui, forcément. c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner globalement les clients sur une opération donnée. Hmm. On ne fait pas que Ouais. rédiger. Souvent, on pense que c'est des trames qui sont. Alors oui, c'est des trames, on travaille avec des trames, sinon on perdrait trop de temps, hein. À un moment donné, on s'est posé, on a rédigé une trame qui est type 1, qui nous simplifie le quotidien.
mais c'est pas des trous à compléter. Ouais. C'est vraiment, on a un travail préalable d'audit. On est là pour attirer l'attention des clients sur les risques qui sont pris. Typiquement, dans un bien immobilier, on vérifie vraiment Ouais. toute la situation administrative du bien immobilier. On D'accord. remonte sur le dossier de construction, on s'assure que tout a été construit régulièrement, qu'il n'y a pas de sujet finalement. Ouais. On s'assure aussi que dans la chaîne des propriétaires, il n'y a pas de sujet. On a oublié personne. On n'a pas oublié un héritier il y a 20 ans, par exemple. Ouais. Parce que sinon, du coup, ça remettrait en cause aujourd'hui le droit de propriété Ok. et donc la cession. Voilà. Donc, on a un gros travail quand même d'audit, je dirais, pour chaque opération. Et c'est vraiment finalement. Et on anticipe aussi, hein, si demain j'ai un couple qui n'est pas marié civilement, qui vient, enfin, qui me contacte pour les accompagner dans le cadre d'une opération immobilière, donc une acquisition. Je vais quand même essayer de creuser en posant la question des raisons pour lesquelles ils se sont pas mariés civilement, parce que ça a un impact, fiscalement parlant, d'un point de vue de l'anticipation successorale. Donc, je vais être là pour attirer leur attention sur toutes les possibilités qui s'offrent à eux. La décision leur revient. Mmh. C'est pas être intrusif ou pas. Non, non. Ouais. C'est vraiment, on est là pour accompagner les clients, mais de manière globale, sur tous les sujets Ouais. qui les concernent. Et la porte d'entrée, c'est l'opération qu'on nous confie finalement. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, là, Fix, je te remercie, hein, Kafa. On approche Magnifique. de la fin de l'interview. Je vais poser quelques questions pour la fin de l'interview. Je voulais juste te poser aussi une dernière question par rapport à ton métier. Qu'est-ce que tu trouves de positif et de négatif par rapport à ton métier si tu devais identifier, par exemple, les points sur lesquels tu es moins satisfaite et les points sur lesquels tu es très satisfaite par rapport à ton métier, juste pour voilà, les personnes qui sont intéressées et un peu une vue d'ensemble. Alors, je vais commencer par les points négatifs. Mhm. C'est un métier qui nécessite beaucoup d'investissement. J'entends par investissement, on a des horaires parfois assez conséquents. Donc ça, faut l'intégrer. Faut pouvoir se dire, est-ce que je suis prête aussi à, à accorder autant de temps à l'exercice de ce métier? Je pense que c'est un des points négatifs Mhm. que je dirais de la profession, Ouais, enfin, l'engagement. du métier plutôt. Voilà, c'est l'engagement que ça nécessite. Et il y a toujours aussi cette pression de se dire que, en fait, on est délégataire d'un service public. Donc, on a ce contrôle aussi de l'État sur notre entreprise, en fait, sur tous les contrats. C'est comme un peu je dirais, une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de notre tête. Ça, il y a une charge mentale Ouais, qui est associée à ça. d'accord. Euh, Un petit stress mais qui est sinon, toujours là. en point, ouais, qui est constant en fait. Parce que en fait, alors, je l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté le métier, mais quand on est notaire, on est officier public et ministériel, c'est-à-dire que c'est pas quand on claque la porte du bureau qu'on redevient un individu lambda. On est censé représenter l'État tout le temps. Mhm. Donc, ça nécessite forcément d'avoir un comportement exemplaire dans tous les aspects de notre vie. Euh, on est un peu stalké aussi hein, sur ce qu'on fait, D'accord. que ce soit nos engagements personnels. Euh, voilà. On représente l'État et donc on a quand même cette casquette-là qui... En fait, il faut juste avoir conscience de Mhm. cette casquette-là et parfois de la charge mentale qui est associée à ça. Ouais, Voilà. d'accord. Et dans les points positifs, je dirais que c'est un métier qui est assez complet en tant que juriste. Donc pour les étudiants qui sont en droit notamment, c'est un métier qui est assez complet, qui enfin, en fait qui est assez stimulant parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les dossiers sont différents, même si globalement on a des dossiers types. Toutes les ventes immobilières se déroulent un peu de la même manière, mais en fait la relation qu'on va nouer avec le client, elle est incroyable et puis la confiance que les clients nous donnent. Je trouve que en fait, c'est un métier qui est super finalement. Mhm. En fait, le temps qu'on y passe, finalement, on l'oublie très vite dans la mesure où on sait que les clients sont satisfaits de l'accompagnement, qu'on est intervenu dans des moments clés de leur vie. Et ça, c'est magique. Mhm. Ouais.
J'ai l'impression que les gens font naturellement confiance au notaire. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Euh, je pense que le métier de notaire, c'est un peu un métier historique où on considérait notre notaire comme l'homme de confiance, le bon père de famille. Donc forcément, on a cette casquette où on se dit, bah, le notaire, c'est forcément quelqu'un de confiance. Et on peut pas briser, enfin nous, en tant que notaire aujourd'hui, on peut pas briser cette idée. C'est pas une idée reçue finalement, c'est une idée qui est réelle, hein. Euh, alors, je pense aussi que ce métier-là, euh, en fait, il est, comment dire, on lui, on lui colle une certaine notoriété et il a un certain prestige. Hmm. Euh, donc, il y a peut-être ça aussi hein, qui rentre en compte. Mais ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est la personne de confiance, votre notaire. C'est vraiment une personne de confiance plus que, je dirais, un associé, même les membres de votre famille parfois. Euh, voilà, c'est vraiment la personne de confiance. Ouais, top. Enfin, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je pense que ça a été vachement utile pour ceux qui s'intéressent, en tout cas pour ceux à qui le métier de notaire peut être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a si toi tu as pu croiser d'autres personnes de confession musulmane dans la profession. Est-ce que tu as pu en croiser ou pas Euh, forcément? alors, oui, quelques-unes. On commence Ok, je dirais, on commence à rentrer dans cette profession. Euh, ok, j'en ai croisé quelques-unes, effectivement. super. Donc pour les questions de la fin, quelle est la compétence que tu trouves la plus utile dans ton travail? Je dirais l'écoute. Mhm. Ouais, l'écoute. Savoir vraiment écouter euh, correctement et pleinement son interlocuteur. En fait, faut écouter et entendre. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que toute information est pertinente. Parfois, il y a un client on pense à un client qui parle trop ou en fait, parfois, en rendez-vous, hein, on le voit de temps en temps qui a besoin de parler d'autre chose parfois que de l'opération. Et en fait, c'est jamais par hasard. Donc, faut bien avoir une vision globale du client qu'on accompagne et vraiment tout écouter, tout entendre et bien se rappeler. Donc, vraiment prendre le temps de tout écouter. Ok. Parfois, c'est pas pour rien qu'il a placé telle phrase dans ce cadre-là, quoi. Ouais, ah, je vois. Voilà. Ok. Parfois, il a du mal à s'en faire sortir les mots ou il faut essayer de pousser, creuser pour être sûr Exact. d'avoir la big picture. C'est exactement ça. Et souvent, il a placé cette phrase, ce sujet, parce qu'il y a un sujet qui en découle, qu'il n'ose pas aborder ou qui a un impact soit sur l'opération hein, qu'on a en charge, soit sur Mhm. autre chose finalement. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ouais, c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est l'écoute. Ok. Est-ce que tu as des routines au quotidien qui t'aident à progresser, à garder l'énergie? Euh, non, alors, je me répète souvent et je trouve que ça, c'est une chose assez importante. Même quand j'étais stagiaire, hein, je me souviens, donc, le premier associé qui m'a fait confiance, hein, il m'a toujours dit, Kautar, on t'en voudra pas de pas savoir. On t'en Mhm. voudra si tu fais semblant de savoir et que finalement, bah, ça a un impact sur le dossier ou une opération. Mhm. Que, on préfère que tu nous dises quand tu sais pas, Ok. on traite le sujet ensemble, mais ne pas dire par arrogance, par peur ou par ou que sais-je, hein, qu'on sait faire. Et au final, bah, en fait, l'impact que ça peut avoir, on n'en a peut-être pas forcément confiance quand on se le dit, hein, qu'on sait faire la chose alors qu'on sait pas faire et que personne ne va voir ou que ça va pas forcément impacter grandement l'opération, etc. Non, vraiment, c'est pas euh, c'est pas mauvais de dire qu'on sait pas faire. Ouais. Ok. Voilà, donc faut vraiment avoir conscience, surtout dans ce métier, hein, de connaître ses limites. Et même vis-à-vis d'un client, un client qui vous demande de faire quelque chose que vous avez jamais fait, il faut lui dire. Et c'est OK. C'est pas parce que vous lui dites que vous savez pas faire qu'il va pas vous faire confiance ou il va aller voir quelqu'un d'autre. Parfois, c'est même vous qui allez lui conseiller quelqu'un d'autre si vous savez que l'autre personne est beaucoup plus compétente que vous. Et c'est OK. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, on se forme tous les jours, vraiment, hein.
C'est pour ça que je pense que c'est un métier qui est assez stimulant parce que il y a toujours des nouvelles questions qui se posent et toujours Mmh. on est sans cesse stimulé finalement. Super intéressant. Est-ce que tu as des recommandations de livres, films, documentaires, enfin, une ou 2 références qui t'a marqué récemment peut-être ou il y a longtemps? Alors pas forcément, je pas forcément une référence en particulier, qui m'a marquée. C'est simplement en fait, je suis marquée plus par, des personnes que j'ai, croisées donc sur mon chemin. Oui. Typiquement, j'évoque beaucoup là cet associé, mais il m'a apporté énormément. Ces petits Mmh. tips qu'il m'a donnés, ils me servent aujourd'hui. Donc Mmh. vraiment, le conseil que je peux donner, c'est écouter bien, toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin. Peu Mmh. importe le contexte, parfois c'est même pas un contexte professionnel, parfois c'est une personne, que vous rencontrez qu'une seule fois dans votre vie, mais ça pourra toujours vous servir, Ouais, heu, tout le monde a dans la quelque chose à vie, apporter. vraiment. Tout le monde a un enseignement Mmh. et je parle vraiment d'enseignement parce que c'est comme ça que je le vois. Aussi petit soit-il, hein, aussi petit qui peut être quoi. Enfin, Ouais, juste paraître. tout le monde a qui puisse paraître, pardon. Ouais. Voilà et vraiment si je devais retenir une leçon, de mon parcours, je pense, hein, c'est, peu importe d'où vous venez, ce que les gens pensent de vous ou disent de vous, même les obstacles, hein, que vous rencontrez, répétez-vous ça sans cesse, c'est vous êtes capable et vous méritez votre place, encore une fois. Ouais. OK. Et enfin, Voilà. dernière question, comment te si un auditeur ou une auditrice a des questions ou souhaite te suivre ou te contacter, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Oui, alors, je sais pas si tu mettras mon prénom et mon nom, mais, Ouais, en tapant mon nom et mon prénom sur Google, heu, vous aurez accès facilement au site de l'étude dans laquelle, j'exerce donc, je suis facilement joignable. Je suis aussi joignable sur LinkedIn, pareil avec mon prénom et mon nom d'accord, et ce sera donc vraiment avec plaisir. très bien. Bah, écoute, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Je te remercie beaucoup pour, Merci à toi. encore une fois, pour, ce partage et ce retour d'expérience. Inch'Allah, j'espère que Avec ça aurait été plaisir. en tout cas pour moi, même ce qui ne suis pas dans le domaine, légal ou quoi que ce soit, ça a été super informatif et heu et voilà, Bah, je j'en demande suis ravie. à Dieu qui te facilite, hein, dans tes projets pour la suite et qui bénisse, Amine. toutes tes Barakallahu initiatives. fik. Amine. Je te remercie vivement pour cette, invitation. J'ai vraiment pris plaisir à échanger, et à dérouler un peu mon parcours et j'espère pouvoir en inspirer, plus d'un. Mmh. Alors, t encore une fois pas par arrogance ou quoi, mais je pense vraiment qu'on a cette obligation et cette responsabilité de transmettre pour les autres, les générations futures et cetera. Voilà, si on peut permettre d'ouvrir la voie, inch'Allah, on le fait avec plaisir. Inch'Allah qu'Allah accepte. Je te remercie Kawthar, bonne journée à toi. Amine. Salam alaikum. Merci, pareillement. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.